bienvenue à cette présentation d'un livre qui est en train de circuler, qui s'appelle Le Caire, dessiné et photographié au XIXe siècle. Donc c'est un livre fait par un collectif d'auteurs qui s'intéresse au Caire. Et ce que, peut-être pour paraphraser une grande émission du samedi soir, ce que je dirais pour commencer, c'est peut-être ce qu'on ne trouve pas dans ce livre. Si vous voulez, le Caire est une ville qui a été beaucoup dessinée et photographiée au XIXe siècle en particulier. La photographie est arrivée quasiment en Égypte en même temps que partout ailleurs pour plein de raisons qui tiennent en particulier à la lumière. Et donc le Caire est une ville qui a été donc beaucoup figurée, beaucoup représentée. Mais en général, on ne connaît que 3 ou 4 grands recueils. Alors la description de l'Égypte, évidemment, Prise d'Avène, évidemment, Pascal Coste, évidemment. Et d'ailleurs, donc à l'écran, vous avez une image de Pascal Coste. Et l'idée de ce livre, déjà pour commencer, c'était justement de ne pas parler de ceux qu'on connaît déjà, mais d'essayer d'exhumer un peu d'autres personnages. Donc je vais continuer avec ceux qui n'y sont pas. Donc il n'y a pas Pascal Coste. Donc si vous aimez Pascal Coste, ce livre n'est pas pour vous. Il n'y a pas d'image de Pascal Coste. Il n'y a pas non plus d'image, ça c'est une... C'est une collègue qui m'avait dit mais il n'y a pas non plus Marilla. J'ai dit bah non, Marilla c'est très bien. Il y a d'ailleurs une exposition et un catalogue raisonné de Marilla qui est en préparation. Donc un jour on aura une belle exposition Marilla, mais il n'y a pas Marilla dans le livre parce que évidemment le livre dépend des connaissances et de la recherche qui est faite. Il n'y a pas non plus Toudouse qui est un personnage assez étonnant. Je vous montre tout ça pour vous montrer que justement, à part les 3 grands recueils dont on parle, ou 3-4 grands recueils dont on parle à chaque fois pour le 19e siècle, en fait, Le Caire est une ville extrêmement familière à l'honnête homme du 19e siècle, beaucoup plus familière en fait, nous croyons toujours que nous, les modernes, nous avons tout fait, nous savons tout mieux que tout le monde. Le Caire au 19e siècle était une ville qui était beaucoup plus familière à l'honnête homme, peut-être qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc pas Toudouse non plus, pas Craplet. Alors ça c'est un ensemble de dessins absolument formidable qui est au musée du Louvre, au cabinet d'art graphique, mais c'est formidable. Et puis Craplet, il en passe en vente en permanence, donc c'est des très beaux ensembles. Craplet de mémoire a été au Caire entre 1851 et 1858 et il en a ramené ces magnifiques aquarelles qui mettent justement en valeur aussi la couleur du Caire. Donc pas Craplet non plus. Je suis désolé, et la liste de ceux qui ne sont pas pourrait être encore beaucoup plus longue. Pas Prise d'Avène non plus, mais pour la bonne raison que nous avions fait une exposition Prise d'Avène il y a un certain nombre d'années, qu'ensuite on a fait un colloque, puis une publication, et puis on a mis en ligne avec la BNF à peu près tout le fonds iconographique Prise d'Avène que vous pouvez donc savourer depuis chez vous, depuis votre ordinateur. Donc pas Prise d'Avène non plus dans cet ouvrage. Alors pour parler des inattendus, je dirais, vous avez à l'écran L'Autin de Laval. Alors ça dira probablement pas grand-chose à la plupart d'entre vous, mais L'Autin de Laval c'est un personnage assez complexe, à la fois un littérateur, à la fois un artiste, un peintre, un archéologue. Et c'est quelqu'un qui, dans les années 1850, est allé en Égypte pour faire des relevés, des estampages. Et figurez-vous, et c'est pour ça que nous les avons mis sur l'image, il vendait ces estampages sous forme de moulage en plâtre pour décorer les intérieurs.
Donc voilà, à nouveau, le Caire, c'était pas seulement, ou l'Égypte, c'était pas seulement ce qu'on découvrait dans les voyages, mais c'est ce qu'on affichait sur ces murs grâce à ces moulages. Alors il a vécu de ça, de la vente de ces moulages, ça encore c'est assez étonnant. Et puis il a aussi utilisé bien sûr la connaissance qu'il avait ramenée de l'Égypte dans quelques peintures orientalistes. Ce n'est pas un grand peintre, donc c'est pas la peine de se précipiter, mais je trouvais que c'était intéressant. Donc ce personnage qui invente un procédé qui a été breveté, la lotinoplastie, et qui donc avec ça a essayé de se faire un peu une vie autour de ça. Personnage peu connu aussi, ou en tout cas moins connu, c'est le photographe Gervais Courtelmont, dont on a eu la chance, alors il n'y a pas de fond Courtelmont à proprement parler, mais il y a tout un ensemble de plaques en couleur. Il me semble que c'est parmi les premiers autochromes qui étaient faits de l'Égypte. Alors les couleurs sont un peu passées, mais quand on les regarde de près, on voit par exemple qu'une des maisons du Caire avait une façade bleu ciel quasiment. Donc on n'a pas non plus l'habitude ou l'idée de ce genre de choses. Et donc ce photographe qui est venu à plusieurs reprises en Égypte, mais en particulier autour de 1907-1908, a laissé tout un ensemble de documents sur l'Égypte, le Caire, qu'il a connu, et la conservatrice d'un des principaux fonds, Gervais Courtelmont, a donc fait un petit article sur ce fond et sur ce que ça pouvait nous apprendre. Petite parenthèse entre guillemets, ce travail, nous avons commencé à le faire en fait donc au sein du laboratoire Invisu que je dirige à l'INH1, l'Institut national d'histoire de l'art. Nous avons commencé à le faire parce que le ministère de la Culture nous avait commandé une étude sur l'iconographie du Caire dans les collections patrimoniales françaises. Et pour quelles raisons? On se rendait compte, il y a eu pas mal de mémoires de bibliothécaires, enfin d'élèves bibliothécaires qui montraient la richesse de ces collections, mais en même temps, il y avait une grosse difficulté qui était que les conservateurs n'étaient pas spécialisés dans l'étude de ces fonds et donc n'étaient pas nécessairement capables d'identifier les vues, n'étaient pas nécessairement capables de les légender comme il fallait, n'étaient pas capables de traiter de la question de la translittération des toponymes. C'est compliqué parce que l'arabe, bon voilà, qu'on le translittère, mais en plus, comme il a quand même sous sa forme translittérée une histoire aussi dans les textes, hein, il y a tout un problème, je dirais, pour la gestion documentaire et surtout informatique aujourd'hui de ces toponymes qui inquiétait un petit peu le ministère de la Culture. Il nous avait commandé cette étude. Donc on a fait en fait une enquête dans la plupart des fonds dont nous subodorions ou dont nous savions qu'ils contenaient des images du Caire, et on a été servi au-delà de nos espérances, c'est-à-dire on en a trouvé partout. Et il y en a encore beaucoup qui ne sont pas en ligne, qui ne sont pas connus. Par exemple, un fonds très intéressant, c'est le fonds des photographies du Caire de l'architecte Charles Garnier. C'est vrai qu'on n'imagine pas Charles Garnier, architecte de l'Opéra de Paris, on n'imagine pas qu'il avait des photos du Caire. Et bien, en fait, il en avait beaucoup. Et elles sont pour l'instant à l'école des Beaux-Arts et elles ne sont pas vraiment étudiées en tant que telles. Donc voilà, c'était pour vous dire un peu comment on a commencé à travailler sur ce sujet. Donc, faire connaître des gens pas connus, des images pas connues, faire connaître aussi la diversité des préoccupations qui ont amené les gens en Égypte. Et l'une des bizarreries, je dirais, enfin l'une des plus grosses bizarreries dans ce domaine-là, c'est un certain Adalbert de Beaumont, dont on voit ici le portrait charge, et puis une des aquarelles de l'entrée d'Al-Azhar. Alors, Adalbert de Beaumont avait une autre image d'Adalbert de Beaumont. Il est au Caire en 1843-1844 et il a une espèce de théorie tout à fait fumeuse. Il essaye de comparer, alors avec des termes voilà, des naturalistes, hein, il essaye de comparer, ou de comprendre le décor islamique à partir des carapaces de micro-organismes marins. Bon, ça ne tient pas la route, hein. Je peux vous dire
dire que voilà, on a rapidement abandonné cette théorie, mais c'est pour vous montrer aussi la diversité des questionnements qui pouvaient amener ces hommes de lettres, je dirais, ces artistes, ces antiquaires, entre guillemets, au sens traditionnel du terme, à s'intéresser à l'Égypte. Une des grandes questions aussi qui a beaucoup fait travailler la tête, c'est la question des origines orientales du gothique. Alors là, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'est avéré en fait pas une théorie qui ne tenait pas vraiment la route, mais ça a emmené beaucoup de gens qui s'intéressaient à l'architecture gothique à essayer de retrouver donc les racines orientales ou les racines arabes du style gothique, donc au Moyen-Orient et en Égypte en particulier. Là, alors évidemment, la photographie, très important aussi. Là, c'est aussi un fond, c'est extraordinaire. Alors, on le voit pas à l'écran, mais c'est extraordinaire. C'est des daguerréotypes. Donc, il faut imaginer que c'est des plaques de cuivre argenté. Et que c'est très compliqué à manier, c'est très lourd à manier. Et Giraud de Prangey, il faut savoir qu'il a ramené plus de 800 plaques du Caire. Et ça aussi, c'est absolument colossal. Il s'intéressait en particulier aux minarets et aux coupoles. Alors, français, pour l'instant on a parlé exclusivement de français. Une des autres dimensions du livre, c'était de montrer des Européens, pas seulement des Français. Donc Olacé, qui est conservatrice de la photographie aux collections spéciales de la bibliothèque de l'Université du Caire, vous parlera en particulier d'un photographe italien, Beniamino Facchinelli, qui est un de nos chantiers en cours, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup photographié le Caire. Elle vous expliquera comment et pourquoi. Mais en dehors de Facchinelli, il y avait par exemple cet Allemand, SMR, très tôt, 1830. Il part d'Allemagne à pied. Et il se rend à pied en Égypte. C'est à peine concevable aujourd'hui. Et lui, il est commissionné justement par un érudit anglais, un historien de l'art anglais qui s'intéresse aux origines orientales du gothique. Et puis une fois sur place, il s'est mis à dessiner et puis il a un petit peu oublié voilà, ces questions-là. Et il a produit à son retour de voyage un très bel album de motifs. Et ce qui l'intéressait plutôt finalement, c'est les correspondances entre Renaissance italienne, je dirais, et Renaissance, l'époque de la Renaissance en Italie et l'équivalent de l'époque de la Renaissance en Égypte. Donc ça, SMR, c'est vraiment quelqu'un qu'on a découvert complètement par hasard, qu'on ne connaît pas du tout. Les Allemands le connaissaient, mais il n'était pas du tout connu en France, et c'était une belle découverte. Autre découverte, alors ça c'est encore plus loin parce que les archives des SMR sont à Francfort, donc voilà. Ça, elles sont l'architecte dont il est question là, c'est Schmorantz. C'est un architecte de Bohême. Alors et ces archives sont aujourd'hui en Tchéquie, puisqu'on n'est plus Tchécoslovaquie, dans une petite ville. Et donc j'avoue que maintenant je ne me rappelle plus comment est-ce qu'on a découvert ce František Schmorantz, mais là à nouveau c'est une très belle découverte. Vous allez voir dans les images suivantes. Et lui, ce qu'il amène à dessiner dans les maisons et dans les mosquées du Caire, c'est ce que vous voyez à l'écran, à savoir le pavillon de l'Égypte à l'exposition universelle de Vienne en 1873. C'est probablement une des plus luxueuses représentations de l'Égypte dans les expositions universelles, au moment où l'Égypte avait encore beaucoup de moyens financiers, et l'Égypte n'avait pas lésiné donc pour sa représentation à Vienne. Et pour la petite histoire, souvent quand je montre cette image, on me dit mais ça c'est pas à Vienne, c'est dans les cimetières mamelouks. Et je dis bah non, c'est à Vienne. Et c'est vrai que Schmorantz avait fait un très très gros travail de relever. Voilà, ça c'est pas non plus vous voyez les petites chaises devant, c'est pas non plus dans la cité des morts du Caire, c'est à Vienne, mais il y avait eu un très 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 gros travail de fait par Schmorantz pour essayer effectivement d'être le plus fidèle possible
à l'architecture mamelouk qu'il avait relevé au Caire. Schmorand est arrivé au Caire en 1869 hein, et il y a travaillé jusque après l'exposition universelle de Vienne, donc jusqu'en 1874. Il a laissé des dessins assez magnifiques de mosquées du Caire et il a aussi pas mal de détails, donc la polychromie, c'est une des choses aussi qui intéressait beaucoup les artistes, les architectes, les décorateurs européens en Égypte, et il nous a laissé surtout ces coupes, hein, ces élévations absolument incroyables d'une maison qui aujourd'hui n'est plus que l'ombre d'elle-même, si elle existe encore, qui est la maison du Moufti au Caire, hein, une maison qui déjà n'était plus vraiment habitée et dont il a laissé cette... alors c'est un très grand dessin et donc on voit tous les détails, on voit la date du vitrail, on voit enfin, beaucoup de choses, on voit le type de céramique qui était au mur. Ce sont vraiment des dessins absolument magnifique. Et ça, alors, encore plus rare, je dirais, parce que la maison du Moufti, elle a été beaucoup photographiée, donc on a pas mal de photos de la maison du Moufti, mais ça, une maison copte au Caire, avec ces paysages superbes qu'on voit dessinés dans le bandeau donc, du plafond. Et ça, c'est uniquement quelques dessins extraits de ce fond. C'est un fond voilà, qui est très peu étudié. Le conservateur tchèque qui s'occupe du fond ne connaît pas l'Égypte, n'est jamais allé en Égypte, et évidemment pour lui c'est un peu compliqué de savoir quoi faire de toute cette documentation. Il n'a pas non plus les moyens de la mettre en ligne, et donc c'est pour ça que nous lui avions demandé d'écrire quelque chose pour rendre cette documentation accessible. Est-ce que... oui, alors ça c'est aussi amusant, cette présence de l'Égypte et de l'architecture du Caire dans les musées européens, là en l'occurrence, et ça arrive quand même assez régulièrement avec les expositions universelles. Une fois l'exposition finie, on démonte des éléments pour les remonter ailleurs dans une installation un peu plus pérenne, et ça c'est donc la chambre arabe qui a longtemps été au musée des arts et industriels de Vienne, jusqu'à ce que finalement les goûts changent et que la muséographie conduise à la mettre au placard, et après, bon, une fois que c'est au placard, ça n'a plus une vie très longue souvent. Mais je vais peut-être m'arrêter là, voilà, pour laisser la parole à Ola, qui va donc nous parler de ce photographe qu'on voit ici avec son enfant dans les bras dans une vieille maison du Caire, puisqu'en fait Beniamino Facchinelli habitait dans la vieille ville du Caire. Sinon, le torticolis, c'est pas terrible. Voilà. On continue avec Beniamino Facchinelli, un photographe italien, comme Mercedes a dit, qui a beaucoup photographié le Caire et qui a travaillé au Caire. Le plus tôt qu'on connaît de lui au Caire, c'est à partir de 1873. Et il est mort... Voilà. Et il est mort 27 ans plus tard, enterré au Caire. Alors, nous savons qu'une de ses premières commandes au Caire était quand il a photographié l'empereur d'Italie, Victor Emmanuel, quand il est venu visiter le Caire. Mais ça, c'est une vue des pyramides et c'est très traditionnel. Alors, on ne va pas vous montrer ça, mais c'est déjà preuve qu'il commence à faire présence au Caire, à faire des choses un peu traditionnelles comme les autres. Un peu plus tard, tout va changer. Mais aussi une des premières commandes, c'est un album qu'Arthur Ronnet lui commande, qui s'appelle Sites et monuments du Caire, choisi et catalogué par Ambroise Baudry pour son ami Arthur Ronnet.
Et dans cet album, c'est marqué que les photos sont à partir de 1873 jusqu'à 1893. C'est Mercedes qui a trouvé cet album à Linari en Italie pour une autre raison, une autre étude qu'elle faisait. Mais cet album a déclenché toute une étude sur Facchinelli. À partir de ça, on a commencé à chercher, le laboratoire que Mercedes dirige, on a commencé à lancer une campagne pour chercher toutes les Facchinelli, les photos Facchinelli et les collections et les archives Facchinelli partout au monde. Et une grande surprise, c'est qu'on en a trouvé pas mal et on est en train de les répertorier. Et à partir de ça, on commence à voir quels étaient les thèmes et les sujets sur lesquels Facchinelli travaillait. Est-ce qu'il avait un système, une certaine réflexion, il suivait une certaine étude. Mais on a trouvé que, par exemple, une grande partie de ces photos étaient les vues des monuments. Et ça, c'était attendu parce que c'était un peu la mode à l'époque. Et beaucoup de celles des photos qu'il faisait étaient utilisées, achetées plus tard par des dessinateurs qui produisaient des dessins qui étaient publiés plus tard. Alors voilà un exemple très connu d'une mosquée que nous connaissons tous, la mosquée Ibn Touloun. Et il n'y a aucun doute que le dessin était tiré et fait à partir de la photo, même si le dessinateur ajoute quelques petites motifs pour animer un peu le monsieur qui est devant, mais en tout cas le dessin est publié dans le livre de René, et donc on n'a aucun doute qu'il y avait le lien, ils se connaissaient, et c'est arrivé. Il y a beaucoup d'exemples de photos de Facchinelli qui passent dans des dessins et dans des livres. Mais en 1881, il y arrive un grand changement, une pensée qui change, parce qu'il y a eu la création du comité de conservation de l'art arabe en 1881. Et en grande partie, tous les formateurs, les membres fondateurs sont des Français, inclus Baudry, René et plusieurs autres personnes. Et ils passent une commande à Facchinelli et d'autres photographes, mais Facchinelli est un des premiers. Et on a analysé un peu les photographes de Facchinelli qui sont au comité et ceux qui sont publiés. Et on a vu un peu la différence entre ce que lui, il photographie et les autres photographies. Bon, alors je vais vous montrer très rapidement ce qu'était la rue du Caire avant Facchinelli, et pour voir la différence. Lui, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de photos pour le comité, beaucoup de photos de monuments, mais en faisant ça, en circulant dans la ville du Caire, il s'intéresse à des aspects de la vie, l'animation du Caire qu'il photographie pour lui-même, et qui sont des scènes qui ne sont pas comme tous les autres, en fonction que tous les autres photographes, ils photographient pour le tourisme. Alors il y a les Kéjians, Zangaki, Seba, etc., Abdullah Frère, Béchar, ils font surtout des photos pour le tourisme, pour la vente. Alors que lui, le genre de photos qu'il fait, soit qu'il fait exprès de photographier ce qui attire son attention sans savoir interpréter, sans comprendre exactement ce qu'est la ville du Caire, ou bien qu'il fait une erreur, il fait des photos qui n'intéressent personne. Nous ne savons pas exactement, mais le résultat, c'est que nous avons aujourd'hui une perspective très différente de la ville du Caire, que seulement lui a pu enregistrer, et que sa perspective est concentrée sur deux aspects: la rue du Caire et les maisons et l'architecture résidentielle du Caire. Alors, c'est pour ça que je vous montre ce qu'était la rue du Caire avant Facchinelli, très rapidement, pour qu'on voit la différence entre ce que lui il fait et ce que les autres font. Par exemple, dans les deux premières photos à gauche, c'est des vues très stables de la rue du Caire. Les photographes font exprès, parce que la technique de la photographie, l'ouverture de l'objectif et tout ça, n'importe quel mouvement apparaît dans la photo, alors ils font exprès d'arriver à une heure très tôt le matin pour ne montrer aucun mouvement. Alors, en grande partie, toutes les photos de la rue du Caire sont très fixes et stagnantes comme ça. Par exemple, voilà, ça c'est une qui vient de l'exposition universelle que les Kéjians photographient beaucoup la rue du Caire à l'exposition universelle, et c'est très synthétique, disons, c'est très artificiel. Voilà une autre vue. Très souvent, ils montaient sur les toits des maisons pour pouvoir éviter le mouvement qui a lieu dans la rue, ou bien les monuments.
et des scènes qui ont été prises dans des studios, les petits métiers. Alors lui, il ne fait rien de tout ça. À la rigueur, il y avait Béchar, par exemple, qui fait la photo qui est à droite. Celui-là, il devient un peu plus précis. Il fait la rue de Touloun ou la rue de la Ziada qui longe la mosquée de Ibn Touloun. Et il photographie la même scène, la même rue, avant et après la construction, la démolition d'une maison et puis la reconstruction. Je vais vous montrer c'est quelle maison il s'agit. Voilà, alors c'est cette maison qui est détruite ici, puis elle est reconstruite, c'est la même, on reconnaît, nous sommes sûrs, en ayant comparé toutes les mashrabaya et les fenêtres. Alors, la photographie de la rue du Caire n'a pas dépassé ça, et c'est Fakinelli qui commence à révolutionner ça. Alors, voilà, c'est le résumé de ce que je vous ai dit. Et voilà, par exemple, une première scène prise par Fakinelli, rue du Caire, d'après Fakinelli, par exemple, ça c'est la rue El Hamzaoui. D'abord, en premier lieu, il prend une rue latérale. Ce n'est plus comme les autres photographes, il photographie la grande rue El Mouez, ou bien Saliba, ou bien Darb El Ahmar. Il arrive à des rues latérales. On voit tout de suite l'animation, le bruit et le son qui est dans la rue, même s'il y a beaucoup de mouvements et l'objectif montre le mouvement comme des scènes floues en bas de la photo. Ça a été considéré un défaut dans la photographie de cette époque, alors que lui, bon voilà, il les a documentés. Pour nous, c'est un document excellent pour montrer comment la ville du Caire a toujours été très, très animée et comment les autres photographes ont, par erreur, omis un aspect très important de la ville du Caire. Ce qui est plus important, c'est que la rue Hamzaoui, sur la rue Hamzaoui, il y a la mosquée d'El Ashraf Barsbay, et puis il y a le sommet du minaret. Voilà. Vous voyez la différence. Ce qu'il y a de très rare, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le sommet qui a été reconstruit par le comité. D'après ce que le comité pensait était un exact prototype mamelouk, alors que lui, il a enregistré, et c'est très 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 rare de trouver, enregistré le moment où il y avait un sommet ottoman qui était au-delà du minaret. Voilà, un autre aspect de la rue du Caire, il documente la porte de la Hara. Toutes les études de sociologie, il documente que pour chaque Hara, il y avait une vie privée, il y avait une porte qui conservait ça, qui assurait ça. Et c'est très rare. Moi, je circule beaucoup dans toutes les rues du Caire et nous connaissons tous qu'il n'y a que presque 2 portes qui restent pour les Hara du Caire. Et voilà, celle-là, c'est une autre troisième qu'on ne connaissait pas. Et je n'arrive pas exactement à situer c'est où, mais en tout cas, on voit au moins, par exemple, un élément qui est très très rare, qu'on ne connaît presque pas, qu'on ne connaît que dans les documents d'archives des tribunaux, d'un élément qui est construit d'un balcon qui est construit au-delà de la porte de la Hara. Et c'est un système qui s'appelle le Roukoub, et c'est documenté dans les archives qui se trouvent dans les tribunaux. Et Nelly Hanna, qui est avec nous aujourd'hui dans cette conférence, elle parle souvent de ça, elle relève ça dans les documents des tribunaux de cette époque. Et le seul endroit où on a trouvé d'autres exemples, c'est par exemple dans des dessins, qui aussi ont été publiés dans le livre d'Arthur Ronet, mais avec un peu de modification. Ça, c'est un dessin qui a été fait par Chardin. Et en Syrie, il y a beaucoup d'orientalistes, disons, qui l'ont documenté. Peut-être que c'était un élément qui existait plus fréquemment en Syrie. Je ne sais pas. C'est encore en train d'être étudié. Les 2 photos récentes à gauche sont d'une porte, mais pas semblable, d'un passage, mais qui n'est pas une porte d'une hara parce que c'est au cimetière. Bon, aussi, il y a un autre élément. Là où lui, il voulait photographier la maison de Beit el-Razez et la façade de la mosquée de Sultan Chaben, sans faire attention, il nous a donné un élément superbe de graffiti qui était dans les rues du Caire. Mona Abaza hier a parlé des graffitis de révolution. Voilà la racine des graffitis. Je regrette beaucoup qu'il n'y a pas
on ne voit pas, on n'a pas de document à présent de la transition, de comment les graffitis passent de la fin du 19e siècle à ce qu'elles sont aujourd'hui. Tout ce que nous connaissons et nous avons dans les rues du Caire, c'est les graffitis des moments de pèlerinage. Alors, quand et comment la transition a été faite des graffitis folkloriques comme ça, ce qu'on voit ici, et ce qu'il y a eu il y a 3-4 ans, c'est encore à découvrir, à rechercher, c'est le lien entre Mona et moi. Bon, voilà. Aussi, il y a cet élément, cette porte qui aujourd'hui a beaucoup changé d'aspect et d'allure à cause des changements. Voilà d'autres éléments de graffiti. Ça, c'est un détail de ce que là, c'est un détail de ce que je vous avais montré dans la photo. Et voilà comment est-ce que c'était disponible sur toutes les autres maisons. Celle-là, nous la connaissons, c'est la rentrée de Beit el-Razaz, mais aussi ça prouve que même dans les maisons des inconnus, la photo qui est tout à fait à gauche là-bas montre comment la maison a changé. Cette rentrée n'existe plus et la fenêtre a changé. Alors non seulement il documente les maisons et les changements qui ont eu lieu d'un côté archéologique, mais aussi un aspect social et artistique dans la ville du Caire. Aussi, il s'intéresse, sans le savoir, à la modernité, à la fin du 19e siècle. Il y a eu un mouvement de changement d'architecture. Ça, c'est sur cette vue est sur la rue Saliba. Et on voit bien qu'il se concentre sur cette maison qui représente une certaine modernité qui est très différente de la modernité du quartier Ismaïlia que Mercedes a longtemps documenté, mais c'est aussi différent de ce qui se passe dans la ville du Caire. Il y a eu un ordre de démolir, de ne plus construire un style de mashrabeya, ce qui est le genre de fenêtres et de balcons sur les maisons. Alors les citoyens ont voulu s'adapter à ce changement et ça a été fait d'une façon transitionnelle. Et ils ont construit un modèle qui n'est ni une vraie mashrabeya, ni une maison à une façade plate. Alors ça a été ce modèle. Cette maison n'existe plus. Voilà, un autre aspect de la documentation de la modernité que les autres photographes avaient fait, le New Hotel, mais lui il ne s'est jamais intéressé à ce genre de choses touristiques. Je vous la montre juste à titre de comparaison. Voilà, ça nous mène à penser à ce qu'était la rue du Caire. Est-ce que l'a-t-on bien comprise? Parce que tout ce qu'on avait vu et compris jusqu'à présent de la rue du Caire était surtout comment la rue du Caire a été présentée dans l'exposition universelle, alors que Fakinelli montre beaucoup de détails qu'on vient de discuter, le Recoub, la porte de la Hara, le modernisme, les rues latérales, que tous les autres photographes n'avaient pas compris. Et quand on compare ça à ce qui était la rue du Caire à l'exposition universelle, ça ajoute toute une nouvelle dimension. L'autre aspect que Fakinelli se concentre sur, c'est la maison, l'architecture résidentielle et la maison. Et lui, il arrive d'être à un moment où ce qu'on appelle la 11e heure, juste avant la démolition des maisons à courte ouvertes et les maisons traditionnelles. Alors, voilà quelques exemples de juste le moment de démolition. La maison qui est à gauche, c'est la maison de Gustave Le Gray, un autre photographe français. Et voilà, je vais vous montrer plus d'exemples et plus de détails. Mais en tout cas, voilà les photos qui sont en bas sont les trois qui sont à gauche sont tout ce qui nous restait de documentation des maisons du Caire quand la description de l'Égypte l'avait documenté. Et c'est la différence entre les maisons, en haut, les maisons mamelouks restantes, et en bas, les maisons ottomanes de Osman Bey et Qasim Bey, d'après la description de l'Égypte. Et voilà, celle qui est tout à fait à droite, c'est une des 10 ou 15 restantes au Caire, c'est Beit el-Sahimi. Bon, voilà, un autre aspect, par exemple là, parce que lui, l'avantage, c'est que c'était des maisons qui étaient presque désertées juste avant d'être démolies. Alors, il arrive à rentrer dans la vie privée des maisons, ce qui normalement ne serait pas possible dans une société orientale comme le Caire. Les familles n'acceptent pas, à cause de la présence de femmes, toute leur vie privée, qu'un photographe étranger rentre et prenne des photos. Alors, le fait que les maisons étaient en train d'être vidées,
Et juste avant d'être démoli, ça lui a permis de rentrer. C'était le seul qui s'était intéressé et qui les a documentés. Alors l'exemple à gauche, par exemple, il montre un élément très intéressant. Celui qui est à droite aussi, c'est comment les maisons se sont adaptées aux expansions. Alors par exemple là, on voit que jusqu'ici, c'était le coin d'une cour. Et par besoin d'espace, ils ont construit une autre chambre et on se demande qu'est-ce qui est arrivé avant quoi. Est-ce que c'est ce mur qui vient perpendiculaire à cette maison et donc il a construit cette niche, ou bien c'est le contraire, ce mur existait déjà, ils ont ajouté là et puis pour mettre la porte, ils ont dû s'adapter et creuser cette niche. C'est encore à être étudié, mais c'est sympathique comme exemple pour prouver comment l'expansion, l'Égyptien, le Caïrote a toujours une capacité d'utiliser chaque petit espace qu'il a. On le voit aujourd'hui dans la façon dont on se gare dans la rue. Tout espace, chaque millimètre a un sens et est utilisé. Et voilà les racines, les preuves de comment 100 ans en arrière aussi on faisait la même chose. Ici, c'était aussi un autre exemple de comment ils ont eu besoin d'espace. Ils laissent juste une petite fenêtre ici, mais ils ferment la loggia entière et ils l'adaptent aux besoins de la famille. Voilà quelques autres exemples de maisons dans leur dernière heure avant d'être démolies. Et puis voilà l'exemple d'une maison qui existe toujours miraculeusement. Ça, c'est la maison de Beit el-Azzaz, aussi connue comme Qaitbay. On voit déjà de l'usage des deux noms que ça a, que c'est une maison qui a eu deux vies, une vie mamelouk et une vie ottomane. Or, dans la photo de Fakinelli, c'est vrai que c'est une façade comme toutes les autres façades de cette maison, mais ce qu'on voit là, c'est un détail superbe de comment la façade a été décorée avec de la peinture qui se propage partout sur la façade. Alors voilà, de haut en bas, de gauche à droite, j'ai mis cette flèche horizontale pour vous montrer, diagonale, pour vous montrer comment cette peinture a été le goût de cette époque. La question que ça pose, voilà, alors même sur le bois de la base de la mashrabeya. Alors, la question que ça pose est très claire dans la... Ah oui, aussi, il y a de petits détails de l'adaptation de la loggia pour l'usage des femmes. Vous voyez ce petit écran-là qui sépare l'endroit où les femmes restaient des hommes, mais la question de l'usage de la peinture est plus claire ici, parce que vous voyez comment la question qui se pose, est-ce que cette peinture vient de la vie mamelouk ou de la vie ottomane de la maison? Donc, si nous regardons en détail, nous voyons que là, il y a les emblèmes et les dessins qui sont là, la peinture qui est là est plutôt géométrique. Et donc, ça nous dit, ça suggère que ça a été une peinture faite à l'époque mamelouk. Par contre, dans la période ottomane de la maison, il y a les peintures qui sont à l'intérieur de la loggia, là, qui ont un style beaucoup plus végétal, beaucoup moins géométrique, et qui correspond plus aux dessins qu'on a vus dans les dessins de la peinture qui est dans les dessins des maisons qui ont été documentés dans la description de l'Égypte. C'est tout à fait le même style. De ce genre de dessin, il ne reste que 3 ou 4 maisons dans la maison de la Bible et cette aussi-là qui ont été récemment restaurées. Et moi, hein, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis en train de trouver de plus en plus les peintures sur les maisons et à fur et à mesure que ça s'accumule, je trouverai assez. Un jour, il y aura une étude publiée là-dessus. Bon, voilà, un petit détail que Mercedes aime beaucoup, c'est le petit garçon, le garçon ici, qu'on pense que c'est son fils et c'est son appareil de photo. Voilà, plus de détails de la peinture ottomane sur la loggia de la maison. Voilà un autre élément de l'architecture résidentielle sur un monument très très connu de la ville du Caire. Ça, c'est le minaret de Bab Zouela, que nous connaissons tous, que tous les photographes récents, anciens, depuis le début de la photographie en Égypte, tous ont photographié. Un petit détail sur la photo de Fakinelli, et seulement dans la photo de Fakinelli, c'est la petite mashrabeya qui apparaît ici, qui prouve ce qu'on a vu dans tous les documents, et même ceux qui ont récemment restauré ce minaret,
qu'il y avait un appartement inséré dans la tour de la mosquée de Mouaïd et la base de Bab Zouela. Donc, je vais vous montrer d'autres photos de ce même minaret, mais de l'autre côté de la vue arrière. Ça, là, les deux là qui sont à droite, c'est quand on vient de la rue El Mouiz, on voit ces appartements voilà, là et là. Tout ça, ça a été enlevé. Ce coin a été enlevé. Mais ça, c'est fréquent. On les voit dans beaucoup de photos et même dans les dessins de David Roberts. Ce qui est très rare, c'est de voir des preuves de cet appartement, de la façade. Et Fakinelli est est sûrement le seul qui l'avait photographié et on la voit ici. Voilà. Un autre élément de l'architecture résidentielle que Fakinelli arrive à documenter, c'est le recoub. Ça, c'est la rentrée de la mosquée El Shafi'i. Et on voit en haut là, cet élément, comment ils ont adapté. Ils ont construit une sorte de maison accolée à la mosquée El Shafi'i et à plusieurs étages. Et ça montre non seulement la modularité de la Mashrabeya, elles sont très différentes, qui montrent que chaque appartement a été habité par une maison d'un niveau social différent, d'un goût différent, avec un menuisier différent, et que probablement ces mashrabais et ces appartements ont été construits à différence de 10 ans, 5 ans, mais pas à la même période. Mais aussi l'élément de recoupe qu'on avait vu au-delà de la hara, que par besoin d'espace, il y a une expansion de l'appartement qui s'étend et qui occupe un peu de l'espace de l'immeuble qui est à côté. Alors, voilà. Un dernier élément que je vais vous montrer de l'architecture résidentielle, c'est que ça, c'est une photo qui a été faite pour le comité et qui montre l'élément de la tarte à bouche. Alors, le tarte à bouche, c'est un espace dans la cour de la maison qui est normalement, dans tous les exemples qu'on a vus, ouvert sur la cour. Là, c'est le seul exemple où c'est fermé et c'est une vie privée. Mais un autre élément qui est très, très rare aussi, c'est de voir une mashrabeya, la plus longue mashrabeya qu'on a jamais vue dans une maison résidentielle du Caire. Cette photo, elle est faite par Fakinelli, mais un peu plus tard, le comité commande à l'Ekejian une autre photo du même angle, de la même maison, à un autre photographe à l'Ekejian. C'est celle de l'Ekejian qui a été publiée dans les cahiers du comité. La photo que je vous montre ici, à gauche en bas, c'est un tarte à bouche tel qu'il est, tel que nous le connaissons dans toutes les autres maisons qui existent. Alors aujourd'hui, quand on voudra faire une étude de l'architecture résidentielle, ça c'est la seule preuve que nous avons d'un modèle différent d'un tarte à bouche. Voilà un autre exemple que c'est ouvert sur la cour. Alors, pour conclure, je prends une phrase de Stanley Lane Poole, que toutes les maisons du Caire se ressemblaient en enlevant une chambre, en ajoutant une chambre. Mais voilà que Fakinelli, il prouve que c'est pas du tout vrai, que les modèles de la maison arabe restent encore à être très étudiés et que la phrase de Stanley Lane Poole est très superficielle et qui montre que lui aussi, il n'a pas eu accès aux maisons, il n'a pas pu les étudier et que sans le vouloir, Fakinelli, d'une façon spontanée, pour un but que nous ne connaissons pas, juste par intérêt, visuel, parce que ça lui a plu, il les a photographiés, mais aujourd'hui, ça nous donne un document à être étudié sur l'architecture résidentielle. C'est pas que lui s'intéressait à ça, mais aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on a quelque chose qui le prouve. Voilà, et que ces documents de l'architecture résidentielle, ces photos et de la rue du Caire correspondent parfaitement bien à l'étude de Ali Basha Moubarak, les Khitat Tawfiqiyya qu'il a publié, qui était tout à fait textuel, avec aucun élément visuel. Et voilà, Fakinelli a l'élément parallèle. Alors pour terminer, je mets juste 2 photos de carte de visite et de cabinet de Fakinelli, de son studio, parce qu'il faisait aussi de la photographie traditionnelle dans son studio.
Mais c'est juste pour vous dire, pour vous initier, que si vous trouvez d'autres photos de Facchinelli, elle ne sera jamais signée. N'essayez pas de trouver des signatures. Mais si vous trouvez des scènes inhabituelles du Caire, des rues ou des maisons, nous serons reconnaissantes si vous nous les signalez. On va les ajouter à notre inventaire. Et voilà, je passe la parole à Mercedes pour continuer. Oui, peut-être à titre de complément, de dire que pour l'instant, Facchinelli a eu aussi le bon goût de numéroter ces images, alors pas toutes, mais certaines, enfin bon, voilà, donc on est devant un gigantesque puzzle, mais en tout cas, ce qui pour nous est très intéressant, c'est qu'on sait qu'à peu près les rues du Caire qu'il a photographiées entre 1876 ou 1873 et 1893, rues et monuments du Caire, parce qu'effectivement, il a une autre production, c'est à peu près 1200 images, ce qui est quand même extrêmement important. Alors, Ola disait, finalement, on ne sait pas très bien pourquoi il a fait ça quand même sur commande, c'est-à-dire qu'il y avait la commande d'Ambroise Baudry et d'Arthur Honnet qui lui disaient, nous voulons l'image de ça, nous voulons l'image de ça, nous voulons l'image de ça, parce que c'était pour leur publication et pour etc. Donc une partie, en tout cas pas tout, évidemment, puisque Ambroise Baudry a quitté le Caire en 1886, donc les images ultérieures de Facchinelli sont voilà après, mais en tout cas il y a toute une partie aussi, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et en tout cas aussi, ce qui est assez fantastique par rapport à la photographie commerciale léchée qu'on connaît, la photographie orientaliste, effectivement extrêmement statique, c'est très casual, je dirais. C'est très, voilà, il se balade dans les rues, il a ses gosses, il a je sais pas quoi, son assistant qui lui porte ses trucs, et voilà, il pose dans un coin, il photographie, il y a une image assez marrante, je sais pas si vous l'avez remarqué, où les commerçants sont poussés au bout de la rue parce que voilà, pour lui permettre de. Et donc voilà, il y a au-delà des monuments, il y a d'une certaine manière toute cette vie au Caire qui transparaît dans ces photographies. Et ça, c'est aussi assez extraordinaire. Donc voilà, je crois qu'il nous reste un petit temps pour des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que nous vous avons raconté. Sinon, tout ce qu'a raconté Ola se trouve dans le livre. Et donc voilà. Oui. Il est à la librairie, oui. Oui, absolument. Il est à la librairie. Il est paru en 2013, donc c'est pas voilà. Il est disponible. Il est disponible à la librairie, publié par les éditions Picard. Hein. Moi, je voulais vous poser une question. C'est Ola. Oui, c'est ça. Je voulais. Finalement, vous nous montrez pas mal d'architecture, et aussi, je voulais savoir. Ce qui m'a frappé, c'est les encorbellements. Vous me corrigez si... Parce qu'on retrouve ça aussi dans le Midi. Alors, est-ce que vous les encorbellements. Les encorbellements. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Est-ce que vous avez quelques petites choses? Vous nous avez parlé des loggias, des choses comme ça. Et les cours intérieurs, vous nous avez parlé de cours intérieurs. Est-ce que dans ces cours, on ne voit pas dans vos photos, mais est-ce qu'il y avait des fontaines? Oui, parce que vous voyez, il y a toute une série de fontaines, mais vu le temps et vu beaucoup. Mais oui, de poser la question. Oui, il photographie beaucoup de fontaines, mais comme les fontaines sont enregistrées comme dans la liste des monuments du comité, j'ai préféré me concentrer sur ce qui n'est pas inclus dans le comité parce que ça n'a pas été conservé, une vue différente. Par contre, pour les encorbellements, c'est un détail qui ne l'intéresse pas. C'est un détail qui serait étudié par des membres du comité plus tard. Mais lui, comme photographe, il n'avait pas aussi les outils pour photographier ce petit détail et le zoom pour les atteindre. Oui, non, mais c'est parce que ça me frappe, parce que c'est une avancée un peu par rapport à une maison. Oui, une maison, c'est des maisons que vous nous avez montrées. Donc c'est intéressant. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir qu'on retrouve donc dans le Midi, dans les maisons, je ne sais plus du quel siècle pour ne pas dire de bêtises. Et je me demande d'où ça vient. Est-ce que ça vient de l'Orient? Je ne sais pas. Oui, mais il y a un échange sûrement. Mais lui, il ne photographie pas sur tout ce détail. Il prend le gros
Et puis plus tard, ce serait à nous d'essayer de les... Mais ça, de- c'est à de- vous que je pose. Hein. Oui. Enfin, comme vous avez... Oui. Si j'ai bien compris, il a travaillé pour le comité, donc ces photos sont utilisées dans les publications du comité. Alors, deux choses. Il a travaillé avec les gens qui ont fondé le comité, d'abord, avant. Donc avant les premières photos qu'il fait pour Ambroise Baudry et Arthur Ronet, c'est avant la création du comité. Il commence à travailler. Il continue à travailler pour eux puisqu'on a des lettres de commande, enfin une correspondance entre Arthur Ronet, Ambroise Baudry et Fachinelli. Ensuite, le comité lui passe commande, effectivement, parfois, et le comité, surtout, rachète son fonds à sa mort. Voilà, donc... Et donc ensuite, ça passe... ce fonds, il est passé... Et ce fonds est en Égypte, dans les archives du comité de conservation, de ce qui a été la suite du comité de conservation. Mais les plaques... alors que nous, ce qu'on a en Europe, c'est les tirages. Oui, parce que, voilà, les tirages dans énormément de collections, il y a des tirages Fachinelli. Mais les plaques sont en Égypte en attente de restauration, de classement, de dépoussiérage, d'inventaire, de description, voilà. Mais les tirages sont ici. D'accord, mais vous avez pu travailler sur ces plaques, en l'occurrence ou... Oui. Il y a un projet monté, mais on attend la lumière verte. D'accord. Financement, accord, permission, Ouais. etc. Et donc, pour l'attribution des tirages, en l'occurrence, vous vous basez sur quoi? Il y a de nouveau plusieurs choses. D'abord, donc l'album Sites et monuments du Caire, catalogué par Ambroise Baudry pour son ami Arthur Ronet, donne beaucoup d'identification puisque c'est Ambroise Baudry qui a légendé les photos au dos et qu'il y a ensuite un répertoire. Donc, c'est la première chose. Ensuite, pas mal de photos ont été publiées. Donc là, à nouveau, on a des identifications. Donc, on progresse comme ça par recoupement. Pour arriver, mais il y a des photos, par exemple, il y a des maisons anonymes qu'on n'arrive pas, par exemple, dans le fond d'Ousset, parce qu'il y a pas mal de Fachinelli qui étaient réputés anonymes, mais que nous avons pu attribuer à Fachinelli dans le fond d'Ousset, et ben, il y a des maisons, on ne saura jamais ce que c'est. Voilà. Nous, on fait tout un travail de recoupement, donc ça marche pour pas mal d'images, mais il y en a certaines, jusqu'à présent, on ne sait pas ce que c'est. Et même les plus grands spécialistes de l'architecture du Caire ne savent pas ce que c'est, parce que soit le bâtiment a disparu, soit il est enfoui sous je ne sais quoi, soit... voilà, oui, donc il y a des... Oui, donc effectivement, il y a des images dont on ne sait pas encore ce que ça représente. Il y en a encore... il y en a dans le fond, si vous voulez, sur les 1200, nous en avions réuni à peu près 800. Oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, qui est très important, c'est que l'épigraphiste et archéologue Max von Berchem a évidemment acheté beaucoup de Fachinelli pour ses études, et donc lui les a légendés. Donc les Fachinelli qui sont dans la fondation Max von Berchem, ceux-là sont légendés parfaitement comme il faut, etc. Donc, vous voyez... En fait, ma question était plus sur l'identification des photos comme étant faites par Fachinelli. Voilà. Alors donc, on a... Mais effectivement, les deux questions se posent. Oui. Voilà. Donc, on a cet album, déjà, première chose. On a les vues publiées, parfois signées Fachinelli. Donc ça permet aussi de... On a le livre d'Arthur Ronet, qui attribue des Fachinelli, qui les date même, parce que alors maintenant, on est à la chasse à la date. Et puis, on a quand même aussi des tampons secs sur certaines images. Et donc, après, c'est par recoupement. C'est vrai qu'on considère que quand telle vue dans l'album Sites et monuments du Caire est attribuée à Fachinelli, la vue identique, exactement identique, nous l'attribuons à Fachinelli. Voilà, c'est vraiment un système de recoupement. Nous savons aussi que tous les Max van Berchem sont Fachinelli. Voilà. Donc c'est tous les Max van Berchem, tous les clichés de monuments du Caire dans la collection Max van Berchem sont, il y en a 150, 100, ouais, voilà, à peu près. Donc, vous voyez, de proche en proche, on arrive, voilà, à reconstituer. Et puis après, il y a les numéros. Enfin voilà, il y a tout un. Oui, c'est un gros puzzle. Oui.
C'est un gros puzzle, mais nous travaillons d'abord un projet d'exposition à l'INHA début 2017 et ensuite le catalogue raisonné, donc avec l'ambition de publier les 1200. Voilà, il y a un éditeur qui dit qu'il est intéressé. On va voir jusqu'où il est capable d'aller avec nous sur ce projet, mais c'est un projet qui effectivement est très, voilà, est très. On en a déjà mis en ligne beaucoup grâce à notre partenariat avec la BNF, et je sais qu'elles sont très activement utilisées. Donc voilà, non, je pense que c'est un. Mais c'est tellement rare d'avoir ça, c'est-à-dire à côté de toute cette photographie orientaliste, ultra léchée, ultra statique, ultra rigide, d'avoir cette espèce de vie, c'est vivant, c'est des images vivantes, et d'avoir cette vie du Caire comme ça, qu'on ne connaissait pas, c'est vrai que c'est assez merveilleux. Donc ça ne m'étonne pas qu'un éditeur ait envie de nous accompagner sur ce projet-là. Voilà. En plus, pour tous les photographes connus du Caire, aucun n'a un archive complet. Alors, pour Fakinelli, qui était moins connu que tous, on a pu rassembler une très grande part de son archive. Même si physiquement, ils sont dans des endroits différents, au moins virtuellement, ça existe. Voilà, je ne sais pas si... il y a... Oui. Moi, c'était un peu plus personnel à vous deux. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous ne répondrez pas, mais vous avez une véritable connivence sur vos recherches, la façon dont vous présentez les sujets. Et voilà, je voulais savoir comment vous étiez rencontrés pour arriver à cette symbiose et à cette synergie entre vous. Mais vous pouvez ne pas répondre. Je crois que je connais Ola depuis 30 ans. D'accord. Donc... Sur Fakinelli, est-ce que tu le connais? Je dis spontanément, non, 5 minutes plus tard, j'ai réalisé, ah